Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du budget 2018, des débats qui se poursuivent. Et hier, les sénateurs ont rejeté les crédits de la mission Asile, Immigration, Intégration. Il faut dire que la droite comme la gauche sénatoriale sont opposées à la politique du gouvernement en la matière, mais pour des raisons radicalement différentes. Alors du côté de la gauche, on déplore qu'il y ait une approche commune pour deux sujets bien distincts, l'asile et l'immigration. Du côté de la droite, le rapporteur spécial de la Commission des finances, Sébastien Meurant, a lui estimé que les crédits alloués notamment à la lutte contre l'immigration irrégulière étaient largement insuffisants. Pour lui, tout cela est sous-budgétisé, voire insincère. Ce sont bien ces mots, Sébastien Meurant, pour qui la politique du gouvernement en matière de lutte contre l'immigration irrégulière est laxiste. Il déplore d'ailleurs une baisse des crédits alloués à ce sujet de 7%. Mais cela est faux, selon Gérard Collomb, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui lui estime au contraire que les crédits ont été augmentés de 5% pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Gérard Collomb, qui par ailleurs est à l'origine d'une circulaire en date du 20 novembre qui invite les préfets à plus de sévérité en la matière. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions. Le Sénat va donc examiner maintenant les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration et articles 56, 57 et 57 bis. La parole est à monsieur Sébastien Meurant, rapporteur spécial de la Commission des finances, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, cette mission s'intitule Immigration, Asile et Intégration. Et donc, je voudrais vous présenter quelques remarques préalables pour le PLF 2018. Tout d'abord, je voudrais dire que ce budget me semble insincère. La première chose qui saute aux yeux à la lecture de ce budget, c'est qu'il n'est pas sérieux du point de vue financier et que les chiffres sont manifestement erronés. Nous l'avons dit à maintes reprises en commission, cette mission est globalement sous-budgétisée, très sous-budgétisée, alors moins que l'année dernière, mais toujours sous-budgétisée. Spécialement dans un contexte de crise migratoire que nous traversons depuis quelques années et que nous continuons à traverser. Ces chiffres, non seulement sont fantaisistes, mais incohérents. Ainsi, apprend-on que les crédits pour la lutte contre l'immigration irrégulière vont baisser de plus de 7%. Alors même que le gouvernement nous annonce une hausse de plus de 10% pour l'accueil des primo-arrivants. Peut-on m'expliquer par quel miracle nous pourrions accueillir davantage d'étrangers et que dans son contingent, il y ait moins d'étrangers à reconduire à la frontière? Parmi les incohérences, je relève aussi que les demandes d'asile au titre de la procédure Dublin ne sont pas comptabilisées, alors même que ces demandes ont augmenté de 114% en 2016. Excusez du peu. Encore un dernier exemple, alors que le financement global de la mission est notoirement insuffisant, alors qu'on diminue le budget de la lutte contre l'immigration clandestine, on augmente de 62% les crédits dédiés au financement des centres provisoires d'hébergement. Le nom même de la mission est mensonger. Cette mission s'appelle Immigration, Asile, Intégration. La réalité, c'est que bien peu de choses y sont faites pour l'intégration. À peine 14% du budget de la mission. Pratiquement rien non plus n'est fait pour bâtir une politique migratoire digne de ce nom. Savez-vous quelle part du budget de cette mission est consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine? 6% seulement. Le gros de la mission, c'est l'asile, 71%. Ne faisons pas semblant de discuter d'une politique de l'immigration, de l'asile et de l'intégration. Nous nous contentons de gérer, assez mal d'ailleurs, la crise des demandeurs d'asile, sans réfléchir à ce que nous souhaitons pour notre pays et pour son avenir. Mais même la politique de l'asile, qui se taille la part du lion de cette mission, est dans un état calamiteux. En 2017, le délai moyen de traitement affiché d'un dossier s'élevait à 449 jours. 2 fois plus que l'objectif affiché de 209 jours. Et cela en particulier parce que l'asile a été presque totalement détourné de son objet naturel pour devenir, nous le savons, une nouvelle filière d'immigration clandestine.
Nous n'avons malheureusement pas de politique d'immigration digne de ce nom, et ce n'est pas nouveau, Monsieur le Ministre, je vous le constate. Aujourd'hui, l'immigration clandestine est non une façon de venir en aide aux persécutés contraints de fuir leur pays, et cela aurait dû suffire à invalider totalement les chiffres du gouvernement. On estime en effet que le coût de reconduite à la frontière est de l'ordre de 4 200 € par personne, même en estimant en fourchette basse que seulement 30 000 personnes sont déboutées chaque année du droit d'asile. Cela devrait entraîner un budget de reconduite à la frontière d'au moins 126 millions d'euros. Or, on nous propose un peu moins de 83 millions d'euros. Cette politique est dangereuse. Dangereuse pour la France, dangereuse pour les Français, dangereuse pour les étrangers. Dangereuse pour la France, qui se voit ainsi privée de ce choix élémentaire des nations souveraines, choisir qui nous voulons accueillir chez nous. Notre collègue Georges Patient évoquait le 17 octobre dernier la question de l'immigration clandestine, particulièrement dramatique en Guyane, et signalait même que certains là-bas parlaient de génocide de substitution. Le terme est fort, sans doute exagéré, mais qui peut nier que 11 000 demandes d'asile pour 250 000 habitants constitue un chiffre difficilement supportable. Cette absence de politique est aussi dangereuse pour les Français. Je n'ignore pas qu'il n'est pas très bien vu de lier immigration, terrorisme et insécurité. Mais d'abord, je note que ce lien a été fait par l'État islamique lui-même, qui a invité les djihadistes à se glisser parmi les réfugiés. Et surtout, le coordinateur de l'Union européenne de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, embraya avec des mises en garde particulièrement claires et nettes, que naturellement les commentateurs bien pensants ont traitées par le mépris. Enfin, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, notre absence de politique migratoire, doublée de toutes les pompes aspirantes de l'État-providence déploie pour attirer toute la misère du monde, est dangereuse pour les candidats à l'immigration eux-mêmes. Le drame qui se joue actuellement en Méditerranée, l'esclavage qui se répand, comme une traînée de poudre en Libye, sont directement liés à notre laxisme en matière de politique migratoire qui a donné des ailes aux passeurs et aux trafiquants de chair humaine. Si le gouvernement le souhaitait réellement, l'armée pourrait mettre fin aux flux migratoires en quelques jours, déclarait l'ex-numéro 2 de l'OTAN en Afghanistan, le général italien Santo. Cette absence de politique est aussi profondément injuste. Et en conclusion, je voudrais dire, mes chers collègues, en vous invitant, en ces périodes de Noël, à nous ressaisir d'urgence de cette question vitale pour l'avenir de notre pays. En cette fin d'année, je conclue, Monsieur le Président, en cette fin d'année, je vous invite à lire ou à relire le livre de Michel Poniatowski, publié en 1991, « Que survive la France ». À force de retarder les décisions douloureuses, nous les rendons plus douloureuses encore. À force de différer, nous préparons les conditions d'une déflagration catastrophique. C'est à nous, parlementaires, qui avons l'honneur de représenter la nation, qu'il incombe de nous en charger. Ne nous dérobons pas de ce devoir. Je vous remercie. Maintenant, la parole est à Monsieur Buffet pour avis. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre d'État, au titre de la Commission des lois, 3 minutes pour vous dire que, certes, le budget de la mission Asile, Immigration, Intégration est en hausse de 10% en autorisations d'engagement. Certes, le Sénat a été entendu, ce qui n'est pas toujours vrai, concernant la construction en 2018 de 3 000 nouvelles places pour les réfugiés en centre provisoire d'hébergement. Mais sur ce budget, 3 grandes difficultés persistent. La première, c'est une politique d'intégration en grande souffrance. Au-delà des mots, 2 exemples. La réduction de 76% du nombre de visites médicales de l'OFII entre 2016 et 2017, qui nous pose, je crois, incontestablement un grave problème de santé publique, notamment dans les universités. Et puis le fait que près de 40% des étrangers en situation régulière qui suivent les formations linguistiques du contrat d'accueil et d'intégration n'atteignent pas le niveau de français requis. Alors que le budget propose une augmentation de 12% des crédits consacrés à l'immigration régulière, il nous faut revoir, je le crois, sincèrement, toute cette politique d'intégration. Parmi celles-ci, il conviendrait sans doute d'abroger rapidement les circulaires dites Valls de novembre 2012, qui par ailleurs ont contribué
a augmenté de 31,5% le nombre de régularisations d'étrangers en situation régulière, constituant par le fait une voie d'appel d'air réelle pour les passeurs. Deuxième difficulté, les déboutés du droit d'asile. L'année dernière, c'est environ 53 600 déboutés qui sont venus engorger, si vous me permettez cette expression, le système d'accueil des demandes d'asile au détriment des personnes persécutées dans leur pays ou de victimes de guerre. Ils alimentent, bien sûr, l'immigration irrégulière. Et c'est bien là la troisième grande difficulté. L'immigration irrégulière en métropole, mais également sur nos territoires ultramarins. Sur ce point, les crédits sont en baisse de 7% par rapport à 2017. Certes, Monsieur le ministre d'État, la fin du démantèlement de la jungle de Calais peut expliquer pour partie ce chiffre. Mais cet argument ne peut pas résister très longtemps à l'analyse pour trois raisons. D'abord, les 10,5 millions d'euros du démantèlement de Calais auraient très bien pu être utilisés pour améliorer la politique d'éloignement. Je rappelle que pour la seule année 2016, 75 787 personnes se sont maintenues sur le territoire français sans en avoir le droit. Nous ne pouvons pas, les uns les autres, ignorer cette réalité. Enfin, l'enveloppe budgétaire dédiée aux éloignements forcés ne permettra, selon nos calculs, que 14 500 éloignements en 2018, c'est-à-dire un peu moins, voire nettement moins que sous le mandat précédent. Il faut, si vous voulez tenir l'engagement pris par le Président de la République, véritablement forcer sur ce point les moyens de notre police. Enfin, les budgets des centres de rétention administrative est légèrement inférieur à l'exécution de 2016, alors que le taux d'occupation a augmenté de 40%, notamment à la suite des malheureux événements de Marseille. Il faut donc se redonner les moyens aussi pour cela. Ce sont les raisons pour lesquelles, à l'impatience de Monsieur le Président de séance, je réponds que la Commission des lois a émis un avis défavorable. Merci. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le gouvernement dispose sur ce sujet de 10 minutes pour intervenir. Et la parole est à monsieur Antoine Karam pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce budget est essentiel puisqu'il semble traduire la volonté du gouvernement de mieux maîtriser les flux migratoires, optimiser le dispositif de l'asile et renforcer les moyens dédiés à l'intégration. Nous avons tous conscience de l'importance de ces enjeux sensibles et de notre responsabilité en débattre, et je le dis sereinement. La mission Immigration, Asile et Intégration est dotée d'1,3 milliard d'euros de crédits et progresse ainsi de 285 millions. Je tiens à saluer la décision du gouvernement d'augmenter les moyens alloués au dispositif pour répondre à la pression migratoire exceptionnelle que connaît la France, compte tenu, il faut le reconnaître, du contexte budgétaire contraint. C'est évidemment une avancée. En commission, notre rapporteur a présenté de nombreux chiffres. Certains d'entre eux se sont avérés incomplets. En effet, notre collègue de Mayotte, le collègue Thani Mohamed Soheli, lui-même a souligné, l'immigration clandestine est mesurée à travers les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Or, cette aide n'est pas applicable à Mayotte. Pourtant, vous en conviendrez, Monsieur le ministre, le recensement des clandestins est essentiel pour apporter une réponse adaptée. Si les pressions migratoires auxquelles font respectivement face la Guyane et Mayotte, si ça a été souligné, sont souvent évoquées dans nos débats, la gravité de la situation reste largement sous-estimée. J'aimerais donc prendre un instant pour illustrer ces quelques chiffres, l'ampleur de ces phénomènes. Le premier, 18 000. Il s'agit du nombre moyen de reconduites à la frontière effectuées chaque année à Mayotte depuis 2010. En 2016, ce sont plus de 22 600 retours qui ont été opérés. À titre de comparaison, le ministère de l'Intérieur a annoncé pour la même année près de 13 000 reconduites aux frontières de l'Hexagone. Je rappelle que Mayotte détient par ailleurs le taux de natalité le plus élevé de France et que 70% des femmes qui y accouchent sont en situation irrégulière. Voici maintenant le second chiffre pour la Guyane. 11 000, c'est le nombre de demandes d'asile enregistrées au cours des 3 dernières années. Notons que ces demandes concerneraient au total plus de 20 000 personnes en comptant les familles. Là encore,
C'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'1 million de demandeurs d'asile sur son seul territoire hexagonal. Chers collègues, demander l'asile est un droit et qu'il n'est pas question de le remettre en cause. Mais c'est aussi une réalité. La Guyane est aujourd'hui trop attractive pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas en besoin et qui manifestent et qui recherchent une protection. En 2016, seuls 2,6% des dossiers ont été acceptés par l'OFPRA. Les reconduites à la frontière sont importantes, mais elles sont coûteuses et souvent insuffisantes. Il nous faut aller plus loin, innover et développer des mesures structurelles. En octobre dernier, le président de la République a annoncé en Guyane plusieurs mesures qui poursuivent cet objectif. Réduction à 2 mois du versement de l'ADA, accélération des délais de traitement, conditionnement de l'accès au RSA à 15 ans de résidence sur le territoire plutôt que de 5 ans, ou encore démonétisation du revenu de solidarité. Récemment, un nouvel élan vient également d'être donné à la coopération avec le Suriname, notre voisin, le voisin de la Guyane. Cela donne bon espoir que l'accord de réadmission signé en 2004 soit prochainement ratifié par notre voisin du Suriname. Par-delà ce budget, nous devons nous satisfaire donc de voir le chef de l'État et le gouvernement ouvert un dialogue franc et responsable sur la manière de mieux lutter contre l'immigration irrégulière dans ces territoires au bord de l'asphyxie. Je souhaiterais maintenant appeler votre attention sur un autre point, la situation des mineurs non accompagnés ou isolés et l'accompagnement des départements. Le nombre croissant de ces jeunes se déclarant mineurs et isolés, passant de 4 000 en 2010 à 13 000 en 2016 pour atteindre près de 25 000 en 2017. Cela entraîne la saturation des dispositifs de protection de l'enfance. Les départements qui doivent accueillir et prendre en charge ces mineurs ne pourront faire face à cette évolution sans le soutien de l'État. Le Premier ministre et la ministre de la Santé ont confirmé un financement exceptionnel de l'État en 2018. Cependant, l'enveloppe de 132 millions annoncée, 132 millions d'euros, semble en deçà de l'évaluation effectuée par l'Assemblée des départements de France, selon laquelle le coût final de la prise en charge des mineurs isolés s'élèverait à 1 milliard d'euros. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur cette situation d'urgence? Enfin, comment évoquer tous ces sujets sans penser au drame humain qui se joue en Méditerranée? Éligibles ou non à l'asile, nous devons assistance à ces victimes de trafiquants qui, lorsqu'elles ne sont pas poussées à la mort en mer, sont vendues sur des marchés d'esclaves, ce qui est un véritable scandale mondial, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. C'est cette même assistance que l'AME, l'aide médicale d'État, apporte quotidiennement aux personnes étrangères sur le territoire national. Il faut le rappeler, cette aide poursuit un double objectif humanitaire et sanitaire. Aussi, nous ne pouvons que regretter que la majorité sénatoriale ait décidé de diminuer ses crédits de 300 millions d'euros. Ces situations sont la preuve. En Outre-mer comme dans l'Hexagone, les défis migratoires d'asile et d'intégration ont profondément changé. Les réformes à venir ne peuvent donc se contenter d'être conjoncturelles. Monsieur le ministre d'État, notre groupe soutiendra ce projet de budget qui va dans le bon sens en prévoyant une hausse significative de crédits pour 2018. L'attention portée par le gouvernement sur ces sujets et les efforts consentis dans cette mission marquent le point de départ des réformes ambitieuses, capables de répondre avec responsabilité et dignité aux défis migratoires de la France et de ses outre-mer. Nous espérons que le gouvernement poursuivra ce travail avec le projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration. Je vous remercie. Merci. Madame Esther Benbassa, pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le 14 novembre dernier, la chaîne américaine CNN révélait au monde ce que nombre d'acteurs de la solidarité internationale dénonçaient déjà, la vente d'exilés noirs sur des marchés aux esclaves en Libye. Ce trafic, qualifié par le président Macron lui-même de crime contre l'humanité, devrait nous ouvrir les yeux sur le sort de ceux qui sont jetés sur les routes ou à la mer par la misère, la guerre ou l'oppression. Devrait nous ouvrir les yeux, dis-je, et nous inciter à une certaine pudeur. Tous n'en sont pas capables, hélas. Je vous cite, Monsieur le rapporteur spécial. J'ouvre les guillemets, l'allocation pour demandeurs d'asile, ADA,
et de 360 € pour une personne seule non hébergée. Sans aller chercher au bout du monde, le salaire minimal en Roumanie est de 320 €. Nous attirons l'immigration clandestine. Pouvons-nous un instant décemment imaginer que des gens acceptent d'être réduits en esclavage, prennent le risque de se noyer dans la Méditerranée, de mourir en traversant nos montagnes pour ces fameux 360 €? Cette mission est de fait biaisée d'avance. Mettre ensemble immigration, asile et intégration est un tour de passe-passe politique visant à mêler dans l'esprit de nos concitoyens trois problèmes différents et permettant à certains d'évoquer à tout propos et hors de propos, comme le fait le rapporteur spécial M. Meurant, que je cite, « la menace qui pèserait sur notre cohésion sociale ». Habile, n'est-ce pas? Notre pays a enregistré en 2016 1,17 demandes d'asile pour 1000 habitants, contre un taux moyen de 2,36 dans l'Union européenne, de 1,99 en Italie, de 4,61 en Grèce et de 8,83 en Allemagne. Avec 1,17 demandes pour 1000 habitants en France, comment pourrions-nous dire que nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces réfugiés décemment? La hausse prévue par le budget dont nous débattons aujourd'hui ne saurait suffire à garantir ni un accès effectif à leurs droits pour les demandeurs d'asile, ni des conditions dignes de subsistance. Ce budget est finalement une illustration parfaite de ce qui caractérise le nouvel exécutif, une distorsion permanente entre les mots et les actes. Le président s'offusque, s'indigne et assure que tout le monde sera logé dignement d'ici à la fin de l'année. Et en même temps, les préfets prennent des décisions illégales. Les forces de l'ordre attendent chaque jour dans le Calaisis, dans la Roya, à Briançon, à la sécurité et à la santé des exilés. Sans compter, n'est-ce pas, que M. Collomb envoie une circulaire au préfet pour augmenter la répression à l'endroit des réfugiés. Voilà, c'est une des contradictions supplémentaires de ceux qui nous gouvernent. Et en même temps, des mineurs ne sont pas protégés, ils dorment dans la rue, certains étant même renvoyés depuis Menton vers l'Italie sans autre forme de procès. Et en même temps, les militants associatifs, les bénévoles, les simples citoyens font l'objet de poursuites et d'intimidations, de plus en plus nombreuses quand ils font simplement preuve d'humanité et de solidarité. Nous ne voterons pas ces crédits, mes chers collègues, tout à fait insuffisants à nos yeux pour relever le défi de l'accueil des réfugiés, tandis que la majorité sénatoriale, elle, votera contre aussi. Mais parce que le budget des reconduites à la frontière est en baisse. Un même vote donc, traduisant en l'occurrence deux visions radicalement opposées de notre société et des devoirs de solidarité humaine qui s'imposent à elle, hors de tout prétendu irénisme. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour 6 minutes. Oui, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président, mes chers collègues, notre discussion et les points de vue assez différents que nous venons d'écouter démontrent le besoin de réformes en matière d'immigration, en matière de droit d'asile. De l'immigration à l'intégration, en passant par le droit d'asile, tout est interdépendant et la solidité de la chaîne ne tient qu'à celle du maillon le plus faible, et les maillons faibles sont nombreux. Notre approche budgétaire concerne le volet franco-français. Ce n'est pourtant qu'une partie du débat, tant ce qui se déroule sur le continent africain, dans la zone subsahélienne en particulier, dans l'Afrique de l'Est, en Libye,
ou encore au Moyen-Orient a de l'importance. Je mets à part à cet égard les questions concernant la Guyane et Mayotte qui ont été évoquées par M. Karam avec beaucoup plus de pertinence que je ne pourrais le faire. Nous avons à gérer, chers collègues, des cercles concentriques. Si l'on se rapproche du territoire européen, le fonctionnement des accords de Dublin est en cause, avec l'exercice effectif des responsabilités par les pays d'arrivée. Nous savons que ces engagements ne sont pas aussi respectés que nous aurions pu le souhaiter, ce qui pose aussi le problème d'une équité entre les pays européens, avec un arrière-plan, le débat sur le programme de relocalisation, qui est un peu la contrepartie que nous devons envisager si nous tenons à ce que les accords de Dublin soient intégralement respectés. La lutte contre l'immigration irrégulière pose, chers collègues, des questions budgétaires, mais son efficacité dépend aussi d'accords dits de réadmission. Si la question du nombre effectif de mesures d'éloignement dépendait uniquement du budget alloué, la réponse aurait été trouvée depuis longtemps. Nous savons, mes chers collègues, que cette question est plus complexe que simplement l'importance de l'écriture budgétaire. Je crois profondément que si le programme dit 303, immigration et asile, doit faire l'objet d'une discussion budgétaire classique, c'est notre mission, les enjeux sont ailleurs, à la fois dans la vision internationale des choses, comme dans la refonte de la mise en œuvre du droit d'asile. J'espère, Monsieur le Ministre, que vous pourrez nous en dire plus sur les projets du gouvernement en cette matière. Si je reviens à l'approche strictement budgétaire, l'essentiel des crédits vont à la garantie du droit d'asile, avec une augmentation importante en autorisation d'engagement en crédit de paiement. Votre budget, Monsieur le Ministre, doit au moins être crédité d'une recherche de réalisme et de sincérité en mettant fin à une sous-estimation systématique des dépenses dans ce domaine. L'inflexion me semble notable et favorable, même si j'ai bien entendu les propos de notre rapporteur pour avis, M. Meurant, qui, de manière peut-être légèrement paradoxale, s'il est permis de l'exprimer avec le plus grand respect, a mis en balance à la fois ce qu'il estimait une forme d'insincérité et en même temps une augmentation très forte des crédits sur cette fameuse garantie. Comme je vous l'indiquais précédemment, je crois que l'angle d'examen du budget, par le seul volet nombre d'éloignements forcés budgétés en 2018, ce qui est bien sûr important en matière d'immigration irrégulière, soit 14 500 suivant le chiffre qui nous a été communiqué par Pierre-Noël Buffet, est vraiment réducteur, tant l'efficacité de ceux-ci dépend d'éléments plus larges que les seules données budgétaires. Je partage l'importance pour la crédibilité de l'action gouvernementale d'une efficacité réelle et d'un traitement différencié entre les personnes qui peuvent bénéficier du droit d'asile et les migrants dits économiques. Le délai de 15 mois mentionné en commission pour traiter les demandes du droit d'asile à l'heure actuelle n'est pas acceptable. Il convient de comprendre comment nos voisins allemands ont pu réformer leur système tout en respectant les dispositions de leur loi fondamentale, de leur Cour constitutionnelle qui n'est pas moins exigeante que la nôtre, comme de la CEDH. Enfin, je serai assez attentif, Monsieur le Ministre, à ce que vous puissiez nous éclairer par votre analyse sur la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2017, qui a porté interprétation du règlement de l'Union européenne numéro 604/2013. Doit-on comprendre que cette question peut être traitée par la voie législative française, comme le pensent nombre de nos collègues à l'Assemblée nationale? Doit-on comprendre que ceci nécessite une réforme du règlement européen et du dispositif Dublin? Tous ces points me paraissent répondre au moins partiellement aux trois domaines pointés avec justesse par François-Noël Buffet. En résumé, en vous renouvelant à titre personnel, même si de manière majoritaire notre groupe suivra les rapporteurs pour avis, donc en vous renouvelant mon approbation, Monsieur le Ministre, des efforts budgétaires marqués que vous nous proposez, je vous appelle à un dialogue avec le Parlement afin d'améliorer l'efficacité des mesures actuelles,
afin aussi de nous permettre d'avancer sur une réforme du droit d'asile en appréciant ce qui relève du législateur français ou du droit de l'Union européenne, au-delà des enjeux de négociation ou de renégociation de nombre d'accords bilatéraux. Merci, Monsieur Bonnecarrère. La parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain. Il a 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, asile, immigration, ce sont deux politiques distinctes qui ne devraient pas être discutées ensemble, car cela porte à confusion. Bien entendu, il y a des intersections entre ces deux politiques. L'usage du droit d'asile pour rester sur le territoire dans certains cas. La politique de gestion des maintiens en situation irrégulière des déboutés du droit d'asile. Enfin, l'intégration des personnes protégées. Mais l'asile, c'est d'abord un droit pour chacun. C'est pour la France un engagement, une traduction de nos valeurs, un principe qui est à la fois constitutionnel et un engagement conventionnel. De ce point de vue, je voudrais d'abord saluer les orientations de la politique d'asile du gouvernement, mais aussi et d'abord de ce qui a pu se faire entre 2012 et 2017 et qui ont profondément réduit les délais d'études des demandes d'asile et rendre à ce stade un hommage à l'OFPRA et à la CNDA pour leurs actions, tout en soulignant qu'il convient aujourd'hui de faire aussi des efforts en amont, c'est-à-dire sur l'accueil des demandeurs d'asile. Les délais pour enregistrer une demande d'asile sont aujourd'hui scandaleusement longs, ne respectent pas les directives européennes, et en aval, c'est-à-dire une fois que vous êtes protégé, pour avoir le maximum, la capacité d'être intégré le plus vite possible dans la société française. Je voudrais aussi saluer le travail de l'OFPRA, du ministère de l'Intérieur et de nos consulats pour la délivrance de visas pour asile. C'est petit par rapport à l'ensemble des demandeurs d'asile, mais c'est essentiel et mérite d'être développé, car il n'est pas acceptable d'être obligé de risquer sa vie, de risquer la vie de sa famille pour avoir des droits et pour pouvoir être protégé. Et je salue de ce point de vue-là les orientations du Président de la République. Mais, Monsieur le Ministre, nous avons aussi quelques inquiétudes sur le paquet asile en cours de négociation. La notion de pays tiers sûr, auquel certains pays de l'Union européenne tiennent, et qui consiste à poser qu'un autre pays peut remplir à notre place nos engagements conventionnels. En ce qui nous concerne, ce serait un déni de nos engagements et un déni de nos principes constitutionnels. Comment voyez-vous, Monsieur le Ministre, les orientations du paquet asile et l'incapacité pour le moment des Européens de converger sur ces points ? Je suis aussi perturbé par le fait qu'aujourd'hui, dans notre droit, la France ne donne pas aux demandeurs d'asile qui sont en demande depuis plus de 9 mois un droit effectif au travail. Je crois que ce serait utile à la fois pour l'intégration, mais aussi pour les coûts de la demande d'asile. Enfin, nous pouvons discuter des moyens, nous pouvons aussi discuter d'un certain nombre d'utilisations des moyens. J'ai été très choqué personnellement du témoignage reçu de certains journalistes sur les mineurs conduits à la frontière franco-italienne par des températures négatives au milieu des Alpes et sans aucun accompagnement ou sans aucune de l'autre côté de la frontière en Italie. Je m'inquiète aussi sur les conséquences du message que vous avez transmis après l'attentat de Marseille et le limogeage du préfet de Lyon. Quand on voit maintenant des CRA surchargés, des véhicules de police et des fonctionnaires de police qui font parfois 800 km par jour pour déposer d'une part de la France à l'autre un étranger qui a été constaté en situation irrégulière, sur la surcharge des CRA, l'incapacité des personnels qui y travaillent à continuer à travailler dans ces conditions et par conséquent la dignité des personnes qui y sont retenues. Le non-respect aussi de la décision de la Cour de cassation sur la nécessité d'éviter les placements en CRA pour les Dublinés, décision de septembre 2013. Enfin, l'usage des tests osseux qui sont des escroqueries scientifiques qui ne permettent en rien de régler le problème des mineurs non accompagnés. Je m'inquiète aussi sur l'avenir d'une zone Schengen où finalement on arrive à donner un nouveau mandat à Frontex pour protéger les frontières, mais les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour une politique d'asile plus intégrée. On ne peut pas laisser les pays de première entrée seuls face à leur situation géographique. Nous risquons à la fois une explosion
de la zone Schengen et de voir ces pays, comme un peu l'Italie a essayé de le faire avec la Libye, en dépit, finalement, en ne respectant pas un minimum de principes de dignité envers les personnes qui essayent d'arriver sur le sol européen. Monsieur le ministre, l'immigration n'est pas une plaie. Il est préférable d'être un pays qui fait envie plutôt qu'un pays que l'on fuit. La capacité d'innovation d'un pays, elle se mesure à sa capacité de maîtriser de la diversité, d'échanger des savoirs, de s'adapter aux nouveaux besoins. Et les personnes, les immigrés, sont souvent ceux qui peuvent nous accompagner dans ces traversées, dans ces transformations. Ils sont souvent le catalyseur de transition économique et il faut toujours savoir, se rappeler, observer qu'à la Silicon Valley, par exemple, à 50% de créateurs d'entreprises qui ne sont pas américains. Ne voyons pas l'immigration comme quelque chose de misérabiliste, mais au contraire comme quelque chose de positif pour l'économie qui accompagne la croissance de l'économie. Nous avons tous été choqués par les images de CNN, le choc, le scandale mondial de cette indignité de l'esclavage moderne au sud de la Méditerranée. Mais finalement, le colonel Kadhafi nous permettait de ne pas voir ce qui existait déjà. Il ne cachait à nos consciences et finalement la seule différence, c'est qu'aujourd'hui nous voyons tout. Alors si aujourd'hui l'Europe et l'Afrique ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe au sud de la Méditerranée, trouvons les moyens pour essayer d'éviter que cela continue. Monsieur le ministre, le président de la République a pris des initiatives en la matière. Pensez-vous qu'avec nos partenaires européens et africains, nous pourrons vraiment avancer dans ce domaine et détruire les mythes qui peuvent conduire des gens à prendre des risques dans des conditions innommables et absolument indignes. Notre responsabilité, mes chers collègues, est lourde, car ces politiques, pour réussir, ne sont pas que des politiques françaises. Elles doivent être des politiques européennes. L'attitude européenne sur ces questions, c'est d'abord notre crédibilité par rapport aux valeurs que l'on proclame. C'est notre capacité à assumer notre trajectoire historique et nos responsabilités. C'est l'expression de notre confiance ou non dans l'avenir et aussi dans nos voisins. C'est pour toutes ces raisons que le groupe socialiste, même s'il constate un effort de sincérité du budget, doute sur certaines des priorités marquées du gouvernement et s'abstiendra sur ce budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Comte. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour le groupe, pour les non-inscrits, pour une durée de 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3 minutes. Le Front National a 3 minutes pour porter la voix de la majorité de nos compatriotes qui, malgré une propagande tout azimut, considèrent non seulement l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais qu'elle constitue une menace pour sa sécurité, son identité, sa prospérité. Monsieur le Ministre, votre politique de reconduite à la frontière, qui n'existe plus, est une mauvaise plaisanterie. Vous consacrez 1,1 milliard d'euros à votre programme 303 Immigration et Asile, soit un budget en hausse de 28%. Sur ce budget, une part dérisoire est allouée à la lutte contre l'immigration irrégulière, 82 millions, soit une baisse de 7% par rapport à l'année dernière. Le budget concernant l'allocation pour les demandeurs d'asile relève de la provocation. Il s'établit désormais à 318 millions d'euros. Au 31 juillet 2017, 80 000 étrangers bénéficiaient de cette aide. Nos agriculteurs, nos artisans, nos jeunes et beaucoup de nos retraités aimeraient en percevoir autant. Un chiffre, seulement 18% des expulsions ordonnées sont exécutées. En 2017, ce sont 78 000 personnes expulsables qui sont restées sur le territoire et vous en profitez pour diminuer de plus de 3 millions les crédits destinés aux expulsions. Nous devons faire face à une explosion des demandes d'asile, vous le soulignez vous-même, plus 17% entre 2016 et 2017, et les prévisions pour les années qui viennent sont alarmantes. Il y a aujourd'hui 90 000 demandeurs d'asile, soit une augmentation de 62% entre 2010 et 2017. Parmi eux, 45% des gens ont fait une demande dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne via la procédure de Dublin et qui veut que les 500 000 déboutés du droit d'asile en Allemagne peuvent le demander à nouveau à la France.
Votre obsession masochiste de protéger le lointain, y compris quand il est clandestin, au détriment de son prochain, prend ici toute son ampleur. Au cours des 5 dernières années, plus d'1 million de titres de séjour ont été délivrés. 150 000 clandestins ont été régularisés et 120 000 étrangers sont devenus français. L'imprimerie nationale tourne à plein régime. Cette mission Immigration et Asile démontre avec quelle détermination Emmanuel Macron et son gouvernement s'emploient non seulement à déconstruire la France, mais également à déconstruire l'unité du peuple français. Monsieur le ministre, en parfaite application des consignes reçues par l'Élysée, loin d'endiguer la déferlante migratoire, vous l'amplifiez, alors qu'en parfaite application du souhait de nos compatriotes, j'affirme ici qu'il est urgent de sortir des accords de Schengen, de rétablir, de contrôler nos frontières, de restreindre considérablement le droit d'asile, qui n'est trop souvent que le cache-sexe d'une immigration économique. Son ampleur est telle qu'elle développe un communautarisme qui sonne le glas de l'intégration que vous essayez de masquer par le voile de la sémantique du vivre ensemble. Quant au coût sécuritaire, il prend effet chaque jour, sinon dans la presse, du moins dans les commissariats et sur les écrans du monde entier, lorsque les réfugiés se révèlent être des terroristes islamistes. Il faut regarder la vérité en face. Elle vous rendra libre, mes chers collègues. Si l'immigration est une chance pour le grand patronat, pour les résiduels syndicats, pour les idiots utiles des partis de gauche, pour les couards des partis de droite, l'immigration constitue un terrible fardeau et un danger pour notre cohésion nationale. Et pour conclure, libérez-vous, monsieur le ministre, de vos lectures et de votre dogme. Écoutez le peuple français, il est si généreux. Un peu d'ordre et de discipline. Il n'en peut plus de se sentir de plus en plus étranger dans son propre pays. Eh bien maintenant, la parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour 10 minutes. Il faut en mettre, hein. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme vous l'avez indiqué, les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration représentent 1,383 milliard d'euros, soit une hausse de 26% par rapport à 2017. Leur occasion est surtout pour moi l'occasion de vous indiquer Leur examen est pour moi l'occasion de vous indiquer quelle est notre politique en ce domaine et comment nous entendons la mettre en œuvre. Je veux d'abord donner quelques chiffres parce que quelquefois des chiffres inexacts sont donnés. Comme vous le savez, l'Europe a été affrontée depuis 2014 à une crise migratoire sans précédent. C'est évidemment le fait de personnes fuyant le théâtre de guerre irako-syrien ou les pays où l'insécurité est forte, mais au-delà de ces réfugiés, on observe aussi un flux grandissant de migrants à caractère économique venant de pays considérés comme sûrs. Après avoir connu des plus hauts depuis 2014, avec 1 290 000 demandes d'asile en 2016, 2017 a marqué une inflexion en Europe, puisque sur les 7 premiers mois, nous sommes à 410 000 personnes. La tendance n'est cependant pas la même en France. En 2016, on avait enregistré 85 726 demandes d'asile. En 2017, sur les 6 premiers mois, nous en avons enregistré 71 699. Cette hausse de la demande d'asile provient de plusieurs facteurs. Comme vous le savez, l'Italie avait dû faire face à une arrivée croissante de migrants de Libye, 180 000 en 2016, encore 91 000 depuis le début de cette année, même si une rupture a pu être constatée à partir de juillet, moins 56%, mais surtout en août, moins 70%. Mais on considère qu'aujourd'hui, il y a en Italie à peu près 180 000 personnes qui sont dans les différents centres. Beaucoup de ceux qui sont arrivés dans ce pays cherchent à passer la frontière française. C'est par exemple 1 000 personnes qui sont interceptées chaque semaine à la frontière de Vintimille et une centaine dans les Hautes-Alpes. D'autre part, une autre route de migration est en train de s'ouvrir, passant par l'Espagne, 25 000 arrivées depuis le début de l'année, soit une hausse de plus 105%. Le troisième facteur est dû à ceux qui, parmi les migrants,
ont été déboutés du droit d'asile dans les autres pays européens. Pour ne prendre que l'exemple de l'Allemagne, vous savez qu'il y a eu 750 000 demandeurs d'asile en 2015, 475 000 en 2016, mais aujourd'hui environ 300 000 ont été déboutés et seulement 80 000 ont été reconduits. Si nous ne prenions pas un certain nombre de mesures, nous serions donc confrontés à une situation qui deviendrait insupportable. Face à ces défis, la position du gouvernement est claire. Tous ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre ou victimes de persécutions politiques, religieuses, ethniques dans leur pays ont un droit imprescriptible à l'asile. Par contre, évidemment, la dynamique migratoire que l'on observe résulte de migrations à caractère économique organisées souvent par des réseaux de passeurs internationaux et à laquelle nous entendons mettre fin. Pour cela, le gouvernement veut agir dans plusieurs directions. Vous savez que, par exemple, une proposition de loi relative à la procédure applicable au transfert Dublin sera examinée jeudi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement présentera par ailleurs un projet de loi qui visera à réduire les délais de l'examen de la demande d'asile à 6 mois. Cela nous permettra de dire qui effectivement a droit à l'asile et qui n'y a pas droit et doit être éloigné. Pour ce qui concerne ce que nous faisons aujourd'hui, nous essayons de faire d'abord un accord avec les pays d'arrivée qui sont considérés comme sûrs. Je me suis rendu avec le président de la République à Abidjan et nous avons discuté avec l'ensemble des dirigeants de ces pays de manière à pouvoir maîtriser une immigration économique irrégulière qui souvent les met eux-mêmes en difficulté. C'est là notre première direction d'action. Pour cela, nous visons le renforcement des capacités des forces de sécurité locales pour lutter contre les réseaux de passeurs et assurer le traitement judiciaire de cette criminalité. Deuxièmement, nous visons la facilitation de la réadmission. C'est en effet en facilitant les réadmissions que l'on parviendra à dissuader un certain nombre de départs. En 2016, 40% des mesures d'éloignement prononcées concernaient des nationalités couvertes par un accord de réadmission bilatéral ou européen. Avec nos partenaires européens, je souhaite donc que nous renforcions encore cette politique de réadmission en l'alliant, si besoin était, à notre politique de visa. Enfin, nous développons notre soutien à l'enrichissement de l'état civil par des éléments de biométrie, ce qui permettra notamment de disposer de manière certaine d'informations sur la nationalité ou l'âge des migrants et donc de pouvoir obtenir des laissez-passer consulaires. La lutte contre l'immigration irrégulière efficace repose aussi sur une politique d'éloignement crédible. Et je voudrais souligner qu'en matière d'éloignement, nous enregistrons déjà les premiers résultats. Depuis le début de l'année 2017, l'ensemble des éloignements a augmenté de 8%, 15 098 à ce jour, et notamment les éloignements forcés qui ont augmenté de 13%, 12 357. Cette évolution s'explique principalement par deux facteurs. L'augmentation des retours forcés vers les pays tiers, tout d'abord, qui a augmenté de près de 7%, et enfin la mise en œuvre des procédures de transfert prévues par le dispositif Dublin, qui ont augmenté de 114% depuis le début de l'année, soit 2166 transferts. En 2018, cette politique se poursuivra et je veux ici préciser que ce projet de budget comprend tous les moyens nécessaires à sa conduite. Comme je l'ai déjà indiqué, nous créerons les places nécessaires en centre de rétention administrative. Comme je l'ai déjà dit également, ce n'est qu'optiquement que les crédits consacrés à cette politique sont affichés en diminution dans les bleus budgétaires qui vous ont été communiqués. En effet, la fermeture des camps de Calais et de Grande-Synthe, qui étaient pris en charge par les crédits de cette mission, entraîne de moindres dépenses. À structure constante, les moyens de la lutte contre l'immigration irrégulière augmentent donc de plus 4 millions d'euros dans ce projet de loi de finances,
soit une hausse de plus de 5%. Enfin, et c'est là le dernier des aspects de notre politique, parce que nous voulons une politique équilibrée, nous souhaitons renforcer notre politique d'intégration, car il s'agit d'un enjeu de premier plan pour notre cohésion sociale que d'accompagner les étrangers à qui nous accordons le droit d'asile ou de séjour dans leurs apprentissages linguistiques, leur formation civique et leur insertion professionnelle. Nous nous appuierons dans ce domaine sur les conclusions des travaux qui sont actuellement conduits par M. Aurélien Taché, député du Val-d'Oise. Comment cette politique est-elle traduite dans le projet de loi de finances? Vous l'avez constaté, parce que la dynamique constatée de flux migratoires demeure soutenue, mécaniquement cela conduit à une hausse des dépenses de la mission. Comme vous le savez, la philosophie du gouvernement est de présenter un budget sincère, c'est-à-dire un budget qui comprend des crédits à hauteur des dépenses qui sont attendues. Nous avons donc souhaité budgétiser à leur juste niveau les dépenses qui concernent l'asile. Nous avons donc financé la création pour 2018 de 4000 places pour l'hébergement des demandeurs d'asile, 1500 places en CADA, 2500 en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Le plan gouvernemental prévoit également, au titre de la refonte de nos politiques d'intégration, la création de 3000 places de centres provisoires d'hébergement. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, nous voulons une politique équilibrée, oui effectivement à l'asile, non aux passeurs qui organisent les trafics et font mourir des dizaines de milliers de jeunes sur les routes du Sahel ou bien en traversant la Méditerranée. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Immigration, asile et intégration, figurant à l'état B. Et j'appelle pour son amendement 380, Monsieur Ravier à le présenter. Eh oui, il va falloir me supporter encore quelques instants, encore 3 ans, au moins. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à doubler les crédits consacrés à l'action 03 du programme 303, lutte contre l'immigration irrégulière. L'indicateur 3.1 de l'objectif numéro 3 du programme 303 montre en effet que le taux des retours forcés exécutés stagne désespérément en dessous de 50%. En contrepartie, les crédits destinés à l'action numéro 11 du programme 104, accueil des étrangers primo-arrivants, seraient diminués à due concurrence. En effet, une partie importante de ces crédits est consacrée au regroupement familial. Je me demande ce qu'on peut encore regrouper, puisque cela fait 30 ans quand même que ce regroupement a lieu, lequel a donc largement contribué à la déferlante migratoire et qui n'a plus sa raison d'être. Le budget 2018 destiné aux expulsions ne permet de financer que 14 500 éloignements, donc moins que sous François Hollande, il fallait quand même le faire, qui, lui, avait procédé à 15 000 en 2014. Ce budget diminue même de 3 300 000 € entre 2018 et 2017. Quelle incohérence révélatrice, alors que vous-même, Monsieur le Ministre, vous vous drapez de bonnes intentions. Vous interpelliez il y a quelques jours les services de l'État à travers ses préfets pour leur demander des résultats rapides. Et vous leur donnez moins de moyens par ce budget. Vous n'êtes plus à une contradiction près. Pour expliquer le faible nombre d'OQTF, d'obligations de quitter le territoire français suivi des faits, le rapport de notre commission avance que la réduction de 5 à 2 jours du délai de rétention avant l'intervention du juge des libertés a empêché l'administration de constituer des dossiers étayés. Avec 19,3% des étrangers placés en rétention ont été libérés après 48 heures, contre 6,35% en 2016. D'autre part, les pays d'origine ne délivrent pas suffisamment de laissez-passer consulaires. Seuls 46% ont été délivrés à temps. Quand elles ne le sont pas, le clandestin est relâché. Certains pays, comme le Maroc, la Tunisie ou le Pakistan, refusent l'éloignement groupé. Nous sommes donc condamnés par les pays d'où sont originaires ces clandestins à une véritable double peine. Il serait souhaitable, Monsieur le Ministre, que la France tape un peu du poing sur la table et conditionne par exemple ces échanges commerciaux à l'acceptation des expulsions groupées et à la délivrance des laissez-passer consulaires en temps et en heure. L'avis de la commission ?
Alors, sur cet amendement, la commission a émis un avis défavorable dans la mesure où il serait effectivement nécessaire d'avoir un véritable plan Marshall sur l'intégration. Et cet amendement vise à diminuer les mesures d'intégration pour les étrangers en situation régulière. Donc la commission a donné un avis défavorable. Bien, monsieur le ministre, votre avis? Comme je l'ai indiqué, nous entendons avoir une politique équilibrée qui vise à faire en sorte que les étrangers en situation régulière puissent s'insérer dans notre société et donc bénéficier de mesures nouvelles. C'est cela notre politique, équilibre. D'un côté, accueillir ceux qui ont droit à l'asile, de l'autre côté, éloigner rapidement ceux qui n'y ont pas droit. Bien, nous allons donc passer au vote sur cet amendement avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est rejeté. Un nouvel amendement de Monsieur Ravier, 381. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par cet amendement, je voudrais revenir sur le scandale des centres de rétention administrative dans lesquels sont placés les étrangers qui n'ont donc pas le droit de séjourner en France. 44 000 personnes y ont été placées en 2016, dont 22 900 en métropole. Plus de 50% d'entre elles ne sont pas expulsées, car le juge annule l'obligation de quitter le territoire où l'administration n'a pu organiser l'expulsion dans les délais. Le taux d'occupation des CRA est de 60,9% en France. Depuis l'attentat de Marseille, le taux d'occupation des CRA approche les 100%. Rappelons ce drame de Marseille, cet attentat islamiste perpétré par un clandestin, un délinquant multirécidiviste qui pour lequel on n'a pas su trouver une place en CRA et qui a été relâché dans la nature. La vie de 2 jeunes filles a été volée, fauchée sur l'autel de l'incurie des pouvoirs publics. Comment se fait-il que dans ce contexte, l'accent ne soit pas mis sur la construction de nouvelles places de CRA? Comment peut imaginer que moins de 1800 places sont disponibles dans notre pays? Comparé aux 100 000 obligations de quitter le territoire français, c'est totalement dérisoire. La réponse au drame de Marseille, c'est une baisse de 7 millions du budget alloué à la mission de lutte contre l'immigration clandestine qui comprend le fonctionnement des CRA et les mesures d'éloignement des clandestins. Les familles et les Français apprécieront. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? Alors, là encore, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur l'ensemble des crédits de la mission, mais la Commission a considéré que le taux d'occupation des CPH était déjà extrêmement élevé. Donc, nous avons émis un avis défavorable aussi sur cet amendement. Monsieur le ministre d'État, votre avis? Même? Défavorable. Favorable. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Nouvel amendement 383 de Monsieur Ravier. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à retrancher 10 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 10 millions d'euros de crédits de paiement à l'action numéro 12 du programme 104 intitulé « Action d'accompagnement des étrangers en situation régulière » pour les affecter à l'action numéro 3 du programme 303 intitulé « Lutte contre l'immigration irrégulière » à due concurrence en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. L'objectif de cet amendement est de revoir à la baisse les montants alloués au programme d'alphabétisation et d'accès au droit, à l'insertion professionnelle et à l'emploi des migrants pour renforcer le volume de dépenses relatives à l'éloignement des migrants en situation irrégulière. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur? Là encore, ça concerne l'intégration et les formations linguistiques. Donc on ne peut pas souhaiter diminuer les formations linguistiques et l'apprentissage de nos valeurs républicaines. Donc là encore, la Commission a émis un avis défavorable. Votre avis, monsieur le ministre? Défavorable. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Nouvel amendement 382 de Monsieur Ravier. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à retrancher 5 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 5 millions d'euros de crédits de paiement à l'action numéro 16
du programme 104 intitulé « Accompagnement du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants » pour les affecter à l'action numéro 3 du programme 303 intitulé « Lutte contre l'immigration irrégulière ». L'objectif est d'affecter 5 millions d'euros supplémentaires aux dépenses d'investissement immobilier pour l'extension des centres de rétention administrative existants et la création de nouveaux centres de rétention administrative dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Alpes. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors ce n'est pas en dégradant les conditions d'accueil des étrangers en situation régulière qu'on va régler le problème des étrangers en situation irrégulière. Donc la commission a émis un avis défavorable. Avis du gouvernement. Oui, ces foyers accueillent ces vieux travailleurs immigrés, les Chibani comme on les appelle, qui ont construit la France des 30 Glorieuses. Ne pas leur donner aujourd'hui un accueil digne serait totalement inhumain. Le gouvernement est défavorable. Deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Amendement 406 rectifié bis. Madame de La Gontrie, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, cet amendement a pour objet de renforcer les moyens des associations avec lesquelles l'État contractualise pour intervenir dans les lieux de rétention, puisque vous le savez, la loi CESEDA impose au gouvernement de contractualiser avec des structures qui apportent aux personnes retenues la connaissance de leurs droits. Tout à l'heure, vous l'avez peu évoqué dans votre propos liminaire, mais je suis persuadée que, quelle que soit la fermeté dont vous faites preuve, ce point est important pour vous. Vous avez pourtant prévu simplement 20 000 euros de plus qu'au budget de l'an dernier. 6,30 millions l'an dernier, 6,32 millions cette année. Or, vous avez adressé à l'ensemble des préfets une circulaire le 20 novembre de 14 pages les enjoignant à la plus grande sévérité. Vous avez annoncé l'ouverture de nouvelles places en centre de rétention. Vous avez annoncé vouloir doubler la durée maximum de rétention possible pour un étranger. Comment allez-vous, du coup, pouvoir permettre à ces personnes retenues l'accès à leurs droits et à l'information avec 20 000 euros de plus simplement que l'an dernier? Donc cet amendement a cet objet de renforcer, et j'apprécierais pour le coup que la Commission des finances et son rapporteur émettent un avis qui soit un avis sur le fond de l'amendement et pas seulement sur son gage, si ce n'est qu'à défaut, je me permettrai d'y répondre. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, si le fond, effectivement, peut être positif, voilà. Dans la forme, vous diminuez également les crédits destinés à la formation linguistique et civique des étrangers primo-arrivants. Donc, évidemment, on considère que la formation linguistique et civique est absolument nécessaire. Donc là, nous sommes effectivement aussi sur un avis défavorable de la Commission. Monsieur le ministre, votre avis? Défavorable, je rappelle, je n'ai pas pu le mentionner tout à l'heure, que pour mener la politique que nous souhaitons, 150 emplois seront créés dans les préfectures au sein des services chargés des étrangers et de l'asile, que 15 ETP seront créés à l'OFPRA et les moyens de cet opérateur sont renforcés de 5 millions d'euros. Enfin, pour l'OFI, ce sera une augmentation de 18 millions d'euros de ses moyens de fonctionnement et 35 ETP. Nous nous donnons les moyens de mener la politique que nous souhaitons. Avis. C'est celui-là, oui. Donc, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote. Avant l'expiration du délai limite, je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? C'est pas adopté. Les crédits sont rejetés, donc, de la mission.
J'appelle en discussion les articles 56 et 57 et 57 bis et les amendements qui sont rattachés. Article 56, amendement Monsieur Ravier, 377. Merci Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, vous ne réglerez rien à Mayotte, tant que les règles en matière migratoire ne changeront pas radicalement. Pour rappel, le contrat d'intégration républicaine, qui constitue le socle du dispositif d'intégration des étrangers primo-arrivants, comprend notamment l'obligation pour tous les signataires de suivre une formation civique et pour ceux dont le niveau de langue est inférieur à A1, une formation en langue française. La belle affaire. Par cet amendement, nous ne signifions pas que les étrangers viendraient à Mayotte pour prendre des cours de français. Nous voulons dire non à toutes ces dépenses endémiques que nous consacrons et que nous sacrifions à une immigration incontrôlée qui, par sa proportion démesurée, empêche et condamne même tout espoir d'intégration. Bien évidemment, nous sommes favorables à l'intégration, mais pour que l'intégration ait un avenir, il faut stopper net cette politique de submersion migratoire dont Mayotte est l'emblème. Nous devons totalement refondre notre code de la nationalité et rétablir le droit du sang pour en finir avec l'acquisition automatique de la nationalité française à une personne parce que née en France et qui permet aux parents étrangers et même clandestins de demeurer sur notre sol. Je me permets de rappeler, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la lucidité qu'avait frappé en 2005 alors le ministre français de l'Outre-mer, un certain François Baroin, et qui revenait de Mayotte. Il avait appelé de ses vœux à des mesures radicales, nécessaires selon lui pour lutter contre l'immigration illégale dans les îles françaises. Pour y parvenir, il se déclarait prêt, lui, François Baroin, à remettre en cause le droit du sol. Depuis, rien n'a changé, si ce n'est en pire. Nous devons renvoyer chez eux les primo-arrivants et nous devons organiser le retour des primo-arrivants dans leur pays d'origine, organiser le retour des bateaux qui transportent ces clandestins tout en les interceptant, bien sûr. Et tous nos efforts doivent porter sur les filières des passeurs qui exploitent ces migrants. Monsieur le rapporteur, votre avis? Non, c'est une discussion commune. Vous allez vous donner votre avis? Non, pas maintenant, monsieur. Après l'amendement 276, et c'est votre amendement que vous présentez. Donc il y a deux amendements effectivement complètement contradictoires, puisque l'amendement de mon collègue Ravier vise à décaler jusqu'en 2022 le contrat d'intégration républicaine pour les primo-arrivants. Donc ça n'a aucun effet sur le nombre. Donc moi effectivement l'amendement que j'ai déposé visait à soigner l'intégration en laissant le temps au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réellement matérialiser cette intégration et donner des cours d'intégration civique donc aux migrants. Et donc je vous propose d'être contre le premier amendement et pour, bien sûr, pour celui que j'ai défendu devant la commission. Bien. Donc, monsieur le ministre, sur les deux amendements, qui effectivement ne sont pas les mêmes. Alors le gouvernement sera défavorable aux deux amendements. Au départ, il devait y avoir donc une mise en œuvre progressive du CIR à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Le gouvernement a souhaité reporter cette date au 1er janvier 2020 compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières de l'île. Nous avons en effet un certain nombre de difficultés à pouvoir aujourd'hui ouvrir ces centres. Donc, et vous donnez votre avis sur celui de monsieur Meurant? Les deux défavorables. Donc, sur l'amendement de monsieur Ravier, avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Il n'y a personne pour votre amendement? Là, c'est bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Alors, l'amendement 276 de monsieur Meurant, la commission est pour, le gouvernement est contre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.
Nous passons au vote de l'article 56. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 57, amendement de Monsieur Ravier, 378. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le budget concernant l'allocation pour les demandeurs d'asile est extravagant. Il s'élève désormais dans votre projet à 318 millions d'euros. Cette aide dont bénéficient les demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure d'instruction de leur demande varie autour de 350 € mensuels s'ils ne bénéficient pas d'une solution d'hébergement provisoire. C'est égal, voire supérieur, à ce que gagnent nombre de nos agriculteurs ou éleveurs, pour ne citer qu'eux. Au 31 juillet 2017, comme j'ai déjà pu l'exprimer, 80 000 ménages bénéficiaient de l'ADA. Notre politique d'asile coûte près de 2 milliards d'euros au budget de l'État. Une somme aussi faramineuse démontre que l'asile a été complètement dévoyé et qu'il constitue désormais une filière de l'immigration clandestine. Or, pour rappel, le rapport de la Cour des comptes de 2015 indiquait que 75% des demandeurs d'asile étaient déboutés et que parmi ces 75%, seulement 1% étaient expulsés. Je rappelle que l'instruction des demandes d'asile dure en moyenne entre 12 et 14 mois, durant lesquels les 75% de déboutés du droit d'asile vont toucher leur allocation mensuelle. Au total, le coût de l'asile atteint 13 724 € par demandeur. Le budget de l'asile doit voir ses crédits réduits. Un tel dérapage n'est pas tolérable. Parmi toute cette cohorte de migrants en pleine forme physique, jeunes, qui, seuls, sans enfants et manifestement non accompagnés de leurs épouses, combien fuient véritablement la guerre? Combien, en réalité, de migrants économiques qui souhaitent rejoindre l'Eldorado français, un Eldorado qui n'existe plus, si tant est qu'il ait existé un jour? Et disons les vérités, toutes les vérités. Les attentats dramatiques de ces dernières années ont prouvé que des terroristes s'étaient infiltrés parmi ces réfugiés. Cela veut-il dire que nous jetons l'amalgame sur toutes ces populations qui quittent leur pays? Bien évidemment que non. Mais pour nous, mesdames et messieurs, mes chers collègues, eh bien, la sécurité des Français reste la priorité. L'avis de la commission, Monsieur Meunier. L'amendement vise à raccourcir le délai de versement de l'allocation. C'est ça l'amendement, c'est pas effectivement tout le reste qui a été évoqué. Je pense que les mesures, il faut qu'elles soient réalistes, que la performance globale du système doit être prioritaire, et là, réduire à 3 jours francs, ça ne paraît pas réaliste. Donc la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le ministre, votre avis? Défavorable. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote de l'article 57. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Sur l'article 57 bis, il y a une demande de parole sur article de Monsieur Jean-Yves Lecomte. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Deux sujets. D'abord, je me permets d'intervenir, parce que je vous avais demandé la parole pour explication de vote sur l'article précédent, sur une demande sur finalement la manière dont la Commission des finances a considéré qu'un certain nombre des amendements qui étaient déposés étaient irrecevables. On constate que j'avais déposé des amendements visant à rendre effectif le droit au travail pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas vu leur demande encore complètement étudiée après 9 mois. C'est totalement conforme à la directive européenne et nous sommes aujourd'hui hors des clous en ce qui concerne ce point. Donner le droit au travail, c'est aussi permettre à la personne, si elle travaille, de ne pas percevoir les aides auxquelles elle a droit dans le cas contraire. Donc ça a un effet budgétaire. Et pourtant, la Commission des finances a considéré que mes amendements n'étaient pas recevables, alors que l'article 34 de la LOLF considère qu'on peut proposer des amendements qui comportent des dispositions affectant directement des dépenses budgétaires de l'année. Je regrette donc cette interprétation excessive de la LOLF
qui ne nous a pas permis de travailler sur ces amendements. Alors, maintenant, sur l'article 57 bis, je suis un peu inquiet de cet article et je voulais demander à Monsieur le ministre un certain nombre de précisions. Parce que je sais que les rédactions qui sont dans l'article 57 bis sont déjà plusieurs fois plus ou moins écrites de la même manière dans différents articles du CESEDA au L 213. Toutefois, cet article stipule que lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au 5e alinéa de l'article L 221-1. Et mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je m'interroge sur la capacité des compagnies aériennes en particulier de bien évaluer le risque que comprendrait pour elles ce type de disposition dans la loi. Il ne faudrait pas qu'à titre préventif, elles se transforment en deuxième PAF avant la PAF et refusent un certain nombre d'embarquements parce qu'elles supposeraient que les personnes pourraient ne pas être acceptées sur le territoire. J'ai moi-même plusieurs fois vécu cette situation lorsque je me déplaçais vers les États-Unis et par conséquent, je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous nous précisiez si effectivement, avec cet article-là, il y a un risque de voir finalement les compagnies aériennes se transformer en police de l'air et des frontières de manière un peu discrétionnaire. Donc, dernier amendement à la discussion, 395 rectifié, Monsieur Bizet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues. Cet amendement vise tout simplement à supprimer l'article 57 bis, article introduit par un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale. Cet article instaure une nouvelle redevance à la charge des compagnies aériennes visant à financer les frais de prise en charge des étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union auquel l'accès en France a été refusé, ainsi que les frais de réacheminement. L'ensemble de ces frais est estimé par l'État à 7 millions d'euros par an. Alors, la création d'une redevance pour l'entrée et le séjour des étrangers du droit d'asile tel que voté en première lecture à l'Assemblée nationale est une transposition du droit européen. Je ne la remettrai donc pas en cause. Cependant, avant la mise en place de toute redevance, il serait souhaitable que soient proposées et précisées deux choses. Tout d'abord, une concertation avec les acteurs du transport aérien, faire du transporteur et du pavillon national un partenaire plutôt qu'autre chose, vous le devinez, tout simplement parce que les frais de transport vers les juridictions, les frais d'interprétariat, l'entretien des bâtiments administratifs, voire les frais d'hébergement de demandeurs d'asile non présentés à l'avion du fait du manque de diligence et de l'administration font partie des charges qui seraient imputées au pavillon national. Et deuxièmement, je crois qu'il faudrait également des modalités de calcul plus transparentes. Alors je sais que cela relève aussi d'une convention, la Convention de Chicago, à laquelle la France est partie depuis un certain nombre d'années. Mais je trouve qu'au travers de cet article 57 bis, eh bien, la France s'est éloignée, voire affranchie de certaines règles de cette convention. C'est la raison pour laquelle j'estime que, dans le cadre du futur projet de loi Asile et Migration, il sera temps de revenir sur la participation du transporteur national à ces opérations. Merci. L'avis de la Commission ? Il s'agit là de responsabiliser les acteurs des transports aériens, en l'occurrence essentiellement. Et là, on ne peut pas être contre l'immigration irrégulière et dédouaner de la responsabilité ceux qui y contribueraient. Donc là, ça concerne effectivement essentiellement les transporteurs aériens, mais d'une manière générale, ça vise à l'ensemble de la chaîne qui faciliterait l'immigration irrégulière. Et la responsabilité également pécuniaire, et c'est pour ça que la Commission, ce matin, a émis un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, défavorable. L'état du droit prévoit déjà, à l'article L 213-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, que les entreprises de transport sont tenues d'assumer les frais de séjour des personnes étrangères qu'elles ont acheminées et qui font l'objet d'une décision de non-admission sur le territoire français.
Mais en raison d'une difficulté d'écriture, nous ne pouvons faire appliquer aujourd'hui cette nécessité pour les compagnies de prendre en charge ces frais. Ainsi, par exemple, aujourd'hui à Roissy, c'est l'État qui est propriétaire des locaux et héberge, soigne, nourrit et assure la sécurité à ses frais des non-admis pour un coût total de 6,7 millions d'euros. Donc nous voulons donc mettre fin à cette situation et donc avis défavorable à votre proposition. Donc 2 avis défavorables. Monsieur Lecomte, votre explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voterai cet amendement compte tenu des explications de Monsieur le Ministre, dans la mesure où même avoir un visa ne constitue pas une assurance de pouvoir entrer sur le territoire français. Et lorsque vous êtes ressortissant d'un pays qui est dispensé de cette obligation de visa, ce n'est pas non plus l'assurance que vous pourrez rentrer sur le territoire. Et par conséquent, si on donne une responsabilité nouvelle aux compagnies aériennes, alors qu'elles ont un pouvoir d'appréciation qui est effectivement très large, puisque le risque est énorme. Je crains tout simplement, et je le dis, ça se voit déjà parce que les États-Unis pratiquent ce genre de choses, on risque d'avoir un certain nombre de refus d'embarquement arbitraires de la part d'un certain nombre de compagnies aériennes qui ne souhaiteront pas prendre le risque de transporter un certain nombre de personnes. Et par conséquent, je pense qu'en l'état actuel des choses, et compte tenu de l'absence de réponse concrète de Monsieur le Ministre qui nous dit « c'est dans le CESEDA, mais aujourd'hui ce n'est pas applicable, donc il faut le rendre applicable », je comprends. Ceci étant, si effectivement c'est applicable tel qu'on le lit, je pense qu'on prend un risque trop important pour les compagnies aériennes, et par conséquent, finalement, on leur délègue la capacité d'estimer au faciès que la personne représente un risque ou non pour elle, et il me semble que c'est abusif. Monsieur le ministre souhaite apporter une réponse. Oui, je rappelle que cette disposition est prévue dans la Convention de Chicago qui date de 1944, donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau, même si cela, dans les dernières années, n'était pas appliqué. Bien, donc, je rappelle 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est rejeté. Je mets aux voix l'article 57 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous avons fini la discussion de cette mission. Voilà pour les débats des sénateurs autour de la mission immigration, asile, intégration au sein du budget 2018. Une mission dont les crédits s'élèvent à 1,38 milliard d'euros pour l'année prochaine. Alors, au-delà des débats des sénateurs autour de l'immigration irrégulière, eh bien, tous sont d'accord pour réformer le droit d'asile. En revanche, eh bien, à droite et à gauche, on ne voit pas du tout la même réforme. À droite, eh bien, l'objectif, c'est avant tout d'éviter que le droit d'asile devienne une filière clandestine d'immigration. Du côté de la gauche, eh bien, il faut avant tout penser à réduire les délais de procédure et de favoriser eh bien, l'intégration dans la société française de ceux dont la demande a été acceptée. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.